suis heureuse de me trouver parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre association, La Voix de l'Enfant, qui est une fédération qui regroupe à ce jour 83 associations qui interviennent en France et dans le monde au service des enfants les plus démunis, les plus déshérités. Je m'appelle Martine Brousse. Je suis présidente fondatrice de La Voix de l'Enfant. J'ai été pendant de nombreuses années directrice. La Voix de l'Enfant est avant tout une aventure humaine, d'hommes et de femmes engagés sur le terrain. Nous sommes tous des professionnels au service de l'enfant. Un petit plus, c'est que nous avons aussi choisi d'être des militants, avec des médecins, des policiers, des gendarmes, des magistrats, mais aussi des travailleurs sociaux, des enseignants et toute autre profession. L'équipe de La Voix de l'Enfant essaie au quotidien de répondre aux besoins des enfants, aussi bien à l'autre bout du monde, en Afghanistan, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, mais aussi au Maroc ou en Roumanie, qu'à nos portes, dans les camps roms, à Calais il y a quelques semaines encore, mais aussi à Paris, dans le soutien scolaire pour lutter contre l'exclusion, et puis plus particulièrement une action phare en France, la lutte contre les mauvais traitements. C'est un des fils rouges de La Voix de l'Enfant. Il est prioritaire. Il est entre autres porté par notre porte-parole Carole Bouquet, mais aussi par l'ensemble des professionnels. Nous avons essayé de comprendre ce qui faisait qu'au quotidien, de plus en plus d'enfants étaient victimes de mauvais traitements physiques, d'agressions sexuelles, de négligence, d'atteintes psychologiques. Nous avons essayé de comprendre, grâce aux professionnels, ce dont ils avaient besoin pour répondre aux besoins des enfants. Et grâce à eux et avec eux, nous avons compris que souvent, il fallait peu de choses pour pouvoir leur donner des outils qui allaient améliorer la prise en compte de la parole de l'enfant et de ce fait la souffrance des enfants. C'est ainsi qu'en 1987, autour de notre porte-parole Carole Bouquet, avec des professionnels, nous avons mis en place un groupe de travail. C'était l'année qui avait comme grande cause nationale « Si vous bougez, tout le monde bougera » sur la maltraitance. À ce moment-là, nous avons commencé à réfléchir au pourquoi la parole de l'enfant n'était pas prise en compte. Au pourquoi on considérait sans cesse que c'était les mères qui manipulaient leurs enfants. Nous avons recherché aussi les raisons qui faisaient que les professionnels étaient démunis devant ce que révélaient les enfants. C'est ainsi que nous avons réfléchi et pensé à un lieu particulier et sécurisant pour l'enfant et que nous avons à ce moment-là imaginé quelque chose qui était complètement fou. Les professionnels, les magistrats entre autres disaient que c'était impossible, les policiers, les gendarmes, qui était en fait de ne plus accueillir un enfant dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police, mais dans un service adapté et au fait même de la recherche des causes de sa souffrance, c'est-à-dire le service de pédiatrie. Et nous avons pu ainsi proposer à l'époque au garde des Sceaux, Madame Elisabeth Guigou, dans le cadre de son projet de loi du 17 juin 1998, d'ouvrir 3 sites pilotes d'une salle d'audition en milieu hospitalier où les enquêteurs se rendraient au chevet de l'enfant et de créer une unité de lieu, de temps et d'action. L'enfant serait accompagné, accueilli, sa parole serait recueillie par des professionnels formés et unité d'action, faire en sorte que s'il y avait nécessité d'une expertise médicale, d'examens médicaux, tout cela se fasse dans un même temps. C'est ainsi que nous avons créé les unités d'accueil médicaux judiciaires pédiatriques. Il y en a 56 aujourd'hui en France, mais nous sommes allés plus loin. Car nous avons réalisé que cette protection de l'enfant victime, nous ne la prenions en compte qu'au moment de l'enquête préliminaire. Mais que souvent l'enfant après, il était confronté à la personne mise en cause, soit dans le cadre de l'enquête préliminaire au commissariat de police ou à la gendarmerie, soit au cours d'une instruction. Et jusqu'au procès, puisqu'il pouvait être appelé à la barre, soit dans le cadre d'un procès en correctionnel, soit devant une cour d'assises. Et donc nous avons, avec des magistrats, avec des enquêteurs, créé la première salle d'audition protégée au tribunal d'Angers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à Angers, sauf nécessité, bien entendu, de l'enquête ou de l'instruction, un enfant victime, une adolescente ou un adolescent victime n'est plus confronté directement à la personne mise en cause. Il est accueilli dans une salle, à côté du cabinet du juge d'instruction, où se trouve la personne mise en cause. Ils ne se rencontrent pas, ils ne se voient pas. Le mineur est avec son avocat, la personne mise en cause est devant le juge d'instruction avec son avocat, et c'est en visioconférence que se fait cette confrontation. Et nous avons donc été plus loin, puisque nous avons réalisé la même technique entre le commissariat de police
et l'unité d'accueil médico-judiciaire pédiatrique à Orléans. Et prochainement, l'enfant n'aura plus à se déplacer pour une confrontation. Il reviendra ou restera dans la salle d'audition en service de pédiatrie ou à l'hôpital. Et la personne mise en cause sera soit pour une confrontation au commissariat de police, soit dans le cadre d'une instruction au tribunal. Pour nous, c'est un grand pas. C'est un grand pas parce que c'est une prise en compte des besoins de l'enfant, de sa souffrance, de sa protection. Nous devons protéger l'enfant victime. Nous devons prendre en compte sa parole dans les meilleures conditions. La voix de l'enfant n'a jamais pensé que la parole de l'enfant était la vérité judiciaire. La voix de l'enfant a toujours considéré que la parole de l'enfant était sa vérité, qu'il disait bien sa vérité parce qu'il disait sa souffrance. Mais cette vérité n'est pas toujours la vérité judiciaire. Et qu'il fallait retourner un peu les choses. Aujourd'hui encore, on demande souvent à l'enfant d'apporter la preuve qu'il a été victime. Ces unités d'accueil, ces lieux ces salles de confrontation protégées permettent justement que l'enfant dépose sa parole, dise sa souffrance et que les adultes aillent chercher les causes, les preuves au travers de ce qu'il dit, mais aussi auprès d'autres personnes mises en cause ou autres éléments qui permettent de tendre vers la vérité. C'est donc une action phare pour nous, la voix de l'enfant, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons que ça se démultiplie. Et puis, en France, nous avons aussi tout ce travail auprès de ceux que l'on appelle aujourd'hui ces mineurs non accompagnés, qu'on a appelés des mineurs isolés étrangers, qu'ils soient de Calais, qu'ils soient dans des camps roms, qu'ils soient à Stalingrad ou à Jaurès. Ces mineurs qui errent dans les rues, qui errent dans nos villes, ils ont le droit d'être pris en compte et d'être traités dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire comme tout enfant. C'est pour ça que les statuts de la voix de l'enfant, c'est la défense et la protection de tout enfant en danger, quel qu'il soit et où qu'il soit. Et la voix de l'enfant œuvre au quotidien avec ses associations membres, avec des associations amies, pour que tout mineur non accompagné soit pris en charge, soit protégé et les mêmes droits que tout enfant vivant sur le territoire français. Mais au-delà de ça, nous sommes aussi dans plus de 100 pays. Et là aussi, nous avons essayé de comprendre pourquoi tant d'enfants étaient victimes de trafic des êtres humains, victimes d'exploitation économique, sexuelle. Et nous nous sommes aperçus que souvent, tous ces hommes et ces femmes, parce qu'il y en a aussi, qui traitent les enfants, qui les exploitent, eh bien, utilisaient essentiellement des enfants qui n'avaient pas d'identité. Car quand on n'a pas d'identité, eh bien, on n'existe pas. On ne peut pas être protégé, on ne peut pas être défendu. Regardez les difficultés que nous avons, vous l'avez peut-être été vous-même, mais autour de vous, en tous les cas, vous avez eu connaissance de gens qui avaient perdu leurs papiers. Combien de démarches il faut faire pour prouver qui l'on est et pour récupérer ces papiers? Imaginez un enfant ou un adolescent ou une adolescente à l'autre bout du monde, victime d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle. Comment peut-elle prouver ou comment peut-il prouver qu'il a été victime? C'est pourquoi la voix de l'enfant, depuis plus de 15 ans maintenant, là où elle intervient, dans plus de 100 pays, au travers et avec ses associations membres, 83, eh bien, établit des états civils. Elle forme les agents d'état civil pour que tout enfant ait un état civil, soit protégé, ait accès à l'éducation, aux soins et existe demain. Nous parlons et nous défendons avant tout les droits de l'homme. Et c'est parce que nous défendrons de mieux en mieux chaque jour les droits de l'homme que nous protégerons et que nous défendrons et que nous valoriserons les droits de l'enfant. Et donc notre fédération d'associations est aussi au-delà de ces actions de terrain, car nous sommes avant tout sur le terrain au quotidien. Nous étions encore le premier jour du démantèlement à Calais, nous étions dernièrement en train de vacciner des enfants dans un camp rom parce qu'un maire des environs de la région de Paris refusait que les enfants soient scolarisés parce qu'ils, soi-disant, ils n'étaient pas vaccinés. Voilà ce qu'on rejette aujourd'hui. Et c'est pour ça que la voix de l'enfant dit les choses. Et si elle peut dénoncer des choses, c'est parce qu'elle propose aussi. Nous avons dénoncé la façon dont on traitait l'enfant victime, sa parole, et en même temps nous avons proposé que ces enfants soient accueillis dans des lieux protégés où on recueille leurs paroles. Et nous essayons là aussi au quotidien que la voix de l'enfant soit indépendante non seulement au niveau de sa pensée, soit libre au niveau de sa pensée, de ses prises de position, mais aussi financièrement. Et donc si nous avons entre 2 et 5% de subventions, le reste sont des fonds privés, auprès de donateurs privés, mais aussi d'entreprises. Je ne voudrais pas vous quitter sans
Sans vous dire d'abord le plaisir que j'ai eu de partager ce moment avec vous et de partager cette expérience de la voix de l'enfant. Elle n'est pas unique, ce n'est pas non plus la seule réponse à apporter aux enfants. Je pense que notre souci, c'est la complémentarité, c'est le travail en pluridisciplinarité, et je sais que c'est ce que vous vivez au sein de ce cours que vous suivez. Vous arrivez d'horizons différents, de cultures différentes, et je voudrais vous remercier. D'abord pour l'attention que vous aurez portée à ce que j'ai essayé de vous partager, de vous témoigner, mais aussi vous remercier pour l'engagement que vous avez sur le terrain, là où vous êtes, et vous dire que nous sommes à votre disposition pour partager ces expériences, pour vous mettre aussi en relation avec des professionnels, pour que vous puissiez partager aussi vos pratiques, parce que je suis convaincue que là où vous êtes, vous vivez de bonnes et belles pratiques.